tous, bienvenue, mesdames, messieurs, et merci pour la confiance renouvelée. Parrainage des candidatures à l'élection présidentielle de 2021. Le sujet, mesdames, messieurs, vous le savez, continue de susciter émoi et consternation au point d'en appeler à l'arbitrage de la Cour constitutionnelle. Face aux craintes permanentes, faut-il ou non maintenir le cap? Pour le grand nombre, la réponse est sans embâche. Il urge de renvoyer au calendrier grec la loi sur le parrainage pour permettre la participation de tous au scrutin. Appel à l'abrogation de la loi sur le parrainage, ultime option pour une élection crédible et paisible. Le sujet est en débat pour votre émission du jour. Et déjà sur ce plateau, en notre compagnie, M. Ange Banoui, journaliste, il est analyste. Ange Banoui, bonjour. Bonjour, joyeux Tanguy, bonjour téléspectateurs. Merci d'être des nôtres ce matin. En face de vous, pour l'instant, en débat, Jospezo Anago, qui n'est non plus à présenter, journaliste, il est analyste. Il est donc à nos côtés pour ces 45 minutes d'éclairage. Monsieur Jospezo Anago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour téléspectateurs de Sika TV. Vous répondez à leur façon. Le parrainage en mode d'application en vigueur au Bénin, mesdames, messieurs, potentiellement source de danger pour le jeu démocratique. Pour certains, il ne fait aucun doute. Et ils sont nombreuses ces personnes à répondre par l'affirmative. Pour parer au plus pressé, certains invitent carrément à l'abrogation pure et simple de la loi instituant le parrainage. Ange Banoui, alors une option compréhensible à l'heure où l'essentiel est l'harmonisation des points de vue pour un scrutin sans anicroche. Écoutez, vous voyez, nous sommes là dans un contexte préélectoral qui, dans une certaine mesure, attire l'attention de plus d'un sur le type d'élection auquel on aura droit quand on sait que depuis ces dernières années, il y a beaucoup d'atermoiements par rapport aux différents processus électoraux qui sont organisés dans le pays. Et mieux, au regard des différents échos qui transparaissent, que ce soit de la part des acteurs politiques que au sein de la population ou mieux encore des organisations de la société civile, il va donc de soi qu'on constate qu'il y a, comme on le dit, un petit hic qui transparaît en ce qui concerne la disposition relative au parrainage des présidentiables. Et sur ce plan, je pense que c'est le lieu de véritablement vider cette question pour que les nuages qui apparaissent dans le ciel politique béninois puissent véritablement être dissipés. Car cela y va, dans une certaine mesure, de la pacificité et de la crédibilité. Et mieux, également, pourquoi pas dans une certaine mesure aussi, contribuer à la transparence des prochaines joutes électorales en 2021. Parrainage, on en parle chaque jour un peu plus. Mesdames, messieurs, oui, Jospezo Anago. Vider cette question, pour certains, il n'y a qu'une seule issue, abroger la loi sur le parrainage. Vous en dites quoi pour ceux qui optent pour cette disposition? Oui, mais cela va sans dire. Et quand on observe un peu certaines autres dispositions issues des réformes que nous avions connues depuis quelques années ici, on se rend compte que beaucoup de situations malheureuses sont nées du fait que les acteurs politiques de premier plan n'ont pas su écouter les remarques, les conseils de gens avisés. Il en est de même de cette discussion sur le parrainage que beaucoup de personnes très avisées ont contesté. Et il y en a qui sont montés au créneau pour dire que ce n'est pas une bonne chose, tel que c'est, et qu'il faut laisser ce parrainage de côté, avancer, et s'il y a lieu de l'adopter, le travailler de façon consensuelle. Ça n'est pas le cas. Même les circonstances d'introduction de cette disposition laissent à désirer. Un beau matin, on s'est réveillé avec le parrainage sur le dos. Et les interprétations vont dans tous les sens. Et donc, moi, je pense que l'abroger serait la meilleure des choses, bien entendu, puisque ça pose énormément de problèmes sans offrir de solution. Abroger la meilleure des choses. Certains invitent à aller taper à la porte de la Cour constitutionnelle, les sages. Comment les voyez-vous face à un dossier comme celui-là? Avant même qu'on y aille du côté des sages de la Cour constitutionnelle, j'observe, comme bon nombre de Béninois, que dans une certaine mesure, depuis son installation,
la 8e législature, jusque-là, peine à rentrer dans le cœur des Béninois. Parce que lorsque, après, avec son installation, son président, en la personne de Louis Flavonou, a indiqué qu'au regard des différents échos qui transparaissaient de cette élection, avec les différents, je ne dirais pas la crise que que le pays a traversée, qu'il fallait dans une certaine mesure rentrer dans le cœur des populations en mettant en œuvre des options qui puissent concilier la 8e législature avec la population, tout au moins une frange de la population qui ne s'y retrouve pas. Les populations attendent éperdument alors de la 8e législature sur certains plans. Et dites-vous que le dialogue politique en octobre 2019 a été, dans une certaine mesure, une émanation du chef de l'État, ce qu'on aurait peut-être pu attendre du Parlement, qui était normalement, qui est l'institution politique la plus outillée normalement à pouvoir concilier les acteurs politiques. Et mieux, n'eût été cette, je ne dirais pas, cette assise organisée par le chef de l'État qui a permis maintenant au Parlement d'avoir des coups de frein, de pouvoir prendre des dispositions légales dans une certaine mesure par rapport à la crise, et mieux, qui dans une certaine mesure également a accouché de ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est que le Parlement a encore de bonnes raisons de s'aviser et de rentrer dans le cœur des populations en voyant la question du parrainage à travers le code électoral, bien sûr, en revoyant cela. Parce que demandez aux députés de se rasseoir autour de la question. Parce que c'est de leur responsabilité. Dites-vous que en 2019, lorsque, à travers la décision EL 19001 du 1er février, la Cour constitutionnelle a institué le certificat de conformité, il aura fallu que, face aux divergences, que le chef de l'État interpelle le président Adrien Oubedia à l'époque pour voir si la classe politique pourrait trouver un consensus autour de la question. Mais il s'est fait quoi? Il s'est fait qu'aujourd'hui, les gens nous opposent les dispositions de la CEDEAO comme si cela était une entrave à ce que les parlementaires puissent statuer sur les questions électorales. Mais non, la disposition est bien claire. La disposition demande à ce qu'on puisse statuer pour peu qu'il y ait un minimum de consensus. Mais c'est dans le cas où il n'y a pas de consensus que la disposition est rigide là-dessus. Et s'il le faut, a besoin, on peut rappeler cette disposition de la CEDEAO, du protocole, il dit, dans la deuxième section, en son article 2, parlant des élections, le protocole dit « Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. » Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce cas. Il y a tout au moins la frange de l'opposition qui consent à ce que, si c'est pour la question du parrainage, on peut y aller. Donc, si véritablement le Parlement se retrouve dans cette logique-là, de revoir la disposition du parrainage, on n'a même pas besoin d'aller d'abord au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce qu'aller au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est comme le dirait l'autre, chat échaudé craint l'eau froide. Parce que avec les différents recours qui avaient été... On reviendra à la Cour constitutionnelle. La question c'était là. Vous avez ouvert une fenêtre qui est heureuse, il faut le dire. Je me retourne vers Jos Pezoanago. Voilà Ange Banoui qui demande à ce qu'on ramène la balle à terre. Pourquoi courir si vite vers les sages alors qu'on a une autre possibilité en or, celle des députés qui pourraient se rasseoir après un consensus? Comment appréciez-vous cette option? Mais on aurait été dans un système régulier où tout est en place, que cela me convaincrait. Non, mais ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. C'est vrai, pas que ce que vaut mon confrère soit illusoire. Non, c'est bien lorsqu'on est dans un système bien organisé. Mais observez un peu l'Assemblée nationale. Ben, lorsque le gouvernement dit aller à droite, ils vont à droite. Lorsque le gouvernement estime qu'il faut qu'ils aillent à gauche, ils vont à gauche. Et donc, les députés de la 8e législature, qu'ils ne m'en veuillent pas, aujourd'hui n'ont pas les coups de franche pour initier une telle démarche. Et non, et même quand on écoute le président de l'Assemblée nationale, qui avait déjà une certaine lecture du parrainage, on se demande finalement quand est-ce que nous allons assister à un Parlement qui décide désormais de se rasseoir et de plancher sur cette question autrement. Ce président du Parlement disait déjà que seuls les partis décident
Ce n'étaient plus les députés à l'époque, dans le sens du parrainage. Et donc, je ne voudrais pas compter sur le Parlement. Mais c'est ce même président, lorsqu'on reste à ce niveau, c'est ce même président qui aura demandé à toute la classe politique, sans exception aucune, qu'on puisse aborder les prochains jours dans la tolérance, dans l'écoute de l'autre, pour une élection paisible. Et lorsqu'on lance un appel comme celui-là, est-ce qu'on n'a pas la possibilité de revoir les choses autrement? Est-ce que vous n'appréciez pas désormais la posture du président autrement? Mais moi, je voudrais plutôt voir et lire les choses telles qu'elles se présentent. Nous étions au sortir de ces crises des 1er et 2 mai 2019, et avec tout ce que cela avait de regrettable. Et donc, le mot à la mode, c'était la paix. Le mot à la mode, c'était de demander aux Béninois, n'est-ce pas, de réagir dans le sens de la cohésion nationale. Donc, c'était des mots à la mode et que chacun manipulait comme bon lui semblait. Et donc, de mon point de vue... Non, attention, ça a été encore dit récemment, lors de la session budgétaire. Ça fait quelques mois, on est dans la fourchette des 6 mois. Est-ce que ça ne vient pas tout changer, venant du président? Mais entre le dire et le faire, mon cher confrère, je voudrais bien croire à cette posture. Mais lorsque j'observe un peu tout ce temps que le Parlement a passé à ne pas avancer dans le sens de la cohésion nationale, parce qu'avancer dans le sens de la cohésion nationale, c'est d'écouter la population et d'aller dans son sens. S'ils sont des élus du peuple, on aurait déjà vu un certain nombre d'actes posés dans ce sens. Ce n'est pas le cas de mon point de vue. Et donc aujourd'hui, lorsque on a ces genres de discours, on se dit que c'est des discours circonstanciels, de mon point de vue, parce que c'est des discours politiques. Et c'est un haut lieu de la politique, et ne l'oublions pas, le Parlement. Et le Parlement, celui-là, principalement de la 8e législature, est un Parlement monocolore. Alors on revient sur la question du parrainage. Si vous pensez qu'il n'y a rien à espérer du côté de l'Assemblée, alors on va directement vers les sages? C'est une probabilité, aller vers les sages. Là je suis tenté alors de demander, oui, avant cette probabilité, lorsqu'on sait que les sages ont constater la constitutionnalité de la loi elle-même. Est-ce qu'il ne faut pas aller directement, avant peut-être, est-ce qu'il ne faut pas penser au juge du contentieux, puisque le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la question d'interprétation? Oui, tout à fait. Et puis, comme vous l'aviez constaté, chers confrères, des interprétations qui vont dans tous les sens. La Sénat a son interprétation. L'Assemblée nationale, suis-je tenté de dire, a aussi son interprétation. Et l'homme de la rue a son interprétation. Et par finir, on en arrive à ce que nul ne maîtrise mieux les arcanes de ce parrainage. Parce que, et je l'ai dit à l'entame de cette émission, l'introduction même de cette disposition pose problème. Les circonstances de son introduction posent problème. Au point même où les partis qui sont retrouvés dans ce que certains ont appelé pompeusement le dialogue national, certains ont été surpris de constater qu'on a introduit le parrainage. Certains étaient même surpris. Des partis alliés étaient surpris de se dire, mais nous en avions parlé, mais on n'a jamais retenu cette disposition. C'est vous dire donc que, et mieux, il y a quelques jours, vous aviez constaté que même sur l'échéancier, en ce qui concerne les élections, on a été tous surpris de constater que le président s'offre un peu de bonus en ce qui concerne les prochaines élections, et certains se sont dit, mais où était cette disposition? C'est sorti de nulle part. Donc, même la révision constitutionnelle, il y a des parts de la révision constitutionnelle dont nous ne sommes pas aujourd'hui, dont nous n'avons pas la connaissance, et qui vont peut-être nous être portées à connaissance les jours ou les semaines à venir. Et donc, lorsqu'on est en face d'une telle situation, le juge du contentieux peut être un recours. Et là encore, vous me direz que je suis un oiseau de mauvais augure lorsque je vais dire, que peut le président de la Cour, enfin, le président Djobouenou et les siens, que peuvent les sages aujourd'hui lorsque, sur la plupart des recours qui ont été portés devant eux, on a vu la position que cette institution, qui devrait être l'ultime institution, on a vu la position de cette institution. Seulement, je voudrais dire ceci, on a vu des acteurs politiques se succéder par rapport à ce parrainage pour dire qu'ils vont user de toutes les dispositions constitutionnelles pour déverrouiller cette disposition. Bon, moi je voudrais bien y croire, mais nous sommes dans une situation aujourd'hui où le chef de l'État, et c'est là moi je voudrais dire, me semble être le seul recours. Puis c'est lui seul qui, à des moments donnés, lorsque c'est coincé, c'est lui seul qui sait réunir les acteurs et leur dire d'aller revoir leur copie.
C'est lui qui a la clé et qui a la manette. C'est le chef de l'État encore qui pourrait, à mon sens, dire bon, mais faisons autrement les choses. Et peut-être que il peut sauver cette situation qui est extriquée. Parlant du chef de l'État, moi j'ai peut-être quelques, je ne dirais pas par rapport à son implication, par rapport à, dans la mesure où la possibilité qu'il soit candidat étant, c'est que quelqu'un qui se retrouve dans le jeu ne peut pas décider de ce qui doit être fait, mais plutôt des principaux acteurs de l'élaboration des lois, le Parlement au premier chef. Et maintenant, si le Parlement n'arrive pas à le faire, si le Parlement est coincé, qu'on y aille peut-être vers la Cour constitutionnelle. Mais dites-vous que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le sujet est sur le tapis et pourquoi est-ce que peut-être les gens ont de la peine à s'aventurer vers la Cour constitutionnelle? C'est dire qu'aujourd'hui, il y a comme une certaine forme, je ne dirais pas d'appréhension à l'endroit de certaines institutions de la République, et mieux au-delà, une perte de confiance à l'endroit de certaines institutions de la République. Quant à, je ne dirais pas, au retour qu'ils ont souvent des décisions qui sont souvent prises. Et mieux, depuis lors qu'il est apparu aux yeux de tous qu'on n'est plus à l'ère de la cour des miracles, parce que vous savez, lorsque l'être humain étant fait, je ne dirais pas d'un ensemble d'éléments, lorsque sur le plan physique on n'arrive pas à régler les problèmes, on espère le miracle. Mais depuis lors que la cour est devenue assez rigide et mieux qu'elle ait instauré son prétoire qui permet dans une certaine mesure à ce que les acteurs puissent faire part des différents éléments qu'ils ont à leur endroit, en s'attendant bien sûr à ce que la Cour sonde l'opinion nationale, ait des coups de franche pour pouvoir écouter l'appréhension, parce que ce n'est pas pour rien que dans la conscience collective, on dit chez nous que le consensus a valeur constitutionnelle. Et mieux, dans cette posture, il était de bon ton de ce que par rapport à cette disposition, que la Cour constitutionnelle aille au-delà de la rigidité de la loi, mais cherche beaucoup plus à voir de façon consensuelle qu'elle se dit au sein de l'opinion. Parce que aujourd'hui, les gens se demandent, mais à quoi bon aller devant la Cour constitutionnelle? Même si tout le monde sait, je me suis même posé la question de savoir, le président de la Cour constitutionnelle n'a même pas besoin de faire une sortie ou bien de faire dans sa déclaration, d'évoquer que tout le monde est conscient de ce que c'est lui seul qui est l'ultime recours en termes je ne dirais pas de contentieux en ce qui concerne la présidentielle. Mais si depuis lors que le président de la Sénat a renvoyé les acteurs politiques devant la Cour constitutionnelle, en tout cas, à moins que je ne sois informé qu'il n'y ait pas encore eu de recours qui soit déposé à la table de la Cour constitutionnelle, cela pose un problème. Cela nous amène donc à se poser la question de savoir est-ce que les Béninois continuent toujours encore à croire à leur Cour constitutionnelle? Grosse interrogation. Attendez, parce que... Vous voulez dire que le président lui-même a dû faire un clin d'œil aux Béninois? Le président de la Sénat a fait un clin d'œil aux acteurs politiques. Vous avez évoqué le Maintenant, le président de la Cour constitutionnelle, ça c'est à une sortie lors de la rencontre, lors de la visite de la délégation de la Cour du Niger, où le président s'est prononcé sur tout ce qui relève tout au moins du contentieux électoral qui relève de son chef, du chef de la Cour constitutionnelle. Et je dis, sur ce plan, c'est de bon droit que tous les Béninois sont conscients de ce que des types de contentieux qui sont évoqués, qui vont à l'endroit de la Cour constitutionnelle. Et si aujourd'hui les gens sont un peu jusque-là réticents, c'est que, comme on le dit, moi, il dit chat échaudé craint l'eau froide. Parce que en 2019, ils ont vu que leurs recours n'ont pas prospéré. Et depuis lors, il y a eu des lois qui sont passées et qui ont été entérinées par la Cour. Donc, dont le processus de constitutionnalité a été, je ne dirais pas, validé par la Cour constitutionnelle. Donc, cela amène donc, dans une certaine mesure, à se rendre compte qu'il y a une sorte de dégradation de la crédibilité vis-à-vis de certaines institutions. Et là, ça nous amène droit dans le mur. Parce que si, à l'instant, à moins de 6 mois, les gens sont réticents à aller vers la Cour constitutionnelle, ne vous dites pas que les prochains jours seront assez faciles, parce que les acteurs politiques, et mieux ceux qui créent en griffe ce qu'on n'aime pas souvent, les frictions, c'est le manque de confiance, la crainte, le manque de crédibilité. Et si, dans le principe démocratique, il est de bon ton que la loi puisse arrêter la loi, c'est pour cette raison qu'il y ait des institutions de contre-pouvoir
Et qu'aujourd'hui, si les gens se demandent, se posent la question de savoir quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre des institutions de pouvoir qui puissent les amener à se retrouver dans leurs droits, c'est qu'il faudrait que les institutions nous prouvent le contraire, nous montrent à travers des décisions ou bien des actes que la Cour peut même s'auto-saisir, parce que c'est aussi du ressort de la Cour. La Cour peut s'auto-saisir par rapport à une situation quand elle trouverait que la situation est préjudiciable, parce que c'est aussi de ses prérogatives. Donc, je pense qu'il y a assez d'éléments aujourd'hui qui doivent permettre à ce que les populations puissent se sentir, et mieux les acteurs politiques puissent se sentir face à un jeu non seulement équitable, et au-delà, transparent. Parlant de la transparence, ça, on va certainement aller du côté du fichier électoral, qui aujourd'hui, dans une certaine mesure, malgré tout ce qui se met en termes de démarche. Faisons Anago, la Cour constitutionnelle comme ultime recours, peu de chances que ça puisse prospérer vraiment. Oui, de mon point de vue, je ne voudrais pas me nourrir d'illusions. Cela m'étonnerait beaucoup que la Cour constitutionnelle aille dans un autre sens, alors qu'il s'agit manifestement d'une disposition qui est contraire à notre vivre ensemble. Le parrainage ? Oui, bien sûr. Tel que ça n'arrange actuellement rien, sauf peut-être un groupuscule ou alors un groupe d'intérêt. Le parrainage a été décrié, je l'ai dit tantôt, même par le parti, la FCBE, qui avait été coopté pour assister au dialogue. Le dialogue au cours duquel beaucoup de choses sont passées. Et les FCBE, à travers leurs responsables, déclaraient « Nous sommes surpris qu'il y ait le parrainage ». Ça veut dire que, finalement, ça a été discuté où ? De façon consciensuelle, qui sont ceux qui sont réunis pour parler ou retenir le parrainage ? Nulle part. Et donc, lorsqu'on sait qu'il y a une telle disposition, moi, je suis fondé à dire que le chef de l'État, qui, de par le passé, s'est interrogé sur un certain nombre de dispositions qui n'étaient pas pour faciliter le mieux vivre ou la cohésion nationale, qui s'était insurgé, peut encore le faire. Parce que moi j'ai constaté que lorsqu'il s'insurge, les autres suivent. C'est-à-dire l'Assemblée nationale. Vous allez voir, ils vont se retrouver rapidement. Mais que cela parte d'eux, je ne suis pas certain que l'Assemblée nationale, telle que c'est en ce moment, puisse se lever, prendre l'initiative, n'est-ce pas, d'aller contre le parrainage. Non. Ça les arrange comme ça. Donc il faudrait que le chef de l'État puisse se dire que ça ne va pas. Il le sait et certains sont intervenus. Mais c'est curieux quand même. Il y a 5 mois en arrière, le ministre en charge de la communication disait que si ça devrait poser problème, que le chef de l'État, qu'on connaît bien, magnanime, et tout le reste devrait intervenir et demander à ce que cela soit revu. Curieusement, les jours ont suivi et ce même ministre est revenu, comme à son habitude d'ailleurs, pour dire rien n'y fait, ça restera en l'état. C'est des signes qui ne trompent pas. Je sais que cette situation arrange le chef de l'État, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, puisqu'il est manifestement candidat à sa propre succession. Mais est-ce que ça arrange le pays ? Donc il faudra mettre le pays au-dessus de toutes ces considérations pour que le chef de l'État se lève un beau matin, comme il sait bien le faire, inviter les acteurs, les principaux acteurs, et créer le consensus autour. Parce qu'aujourd'hui, on a vu, il y a beaucoup de Béninois qui voudraient bien être candidats. Mais je ne vois pas pourquoi on va désigner en lieu et place des Béninois ceux qui vont gérer leur vie, leur destinée. On ne peut pas le faire. Qu'on demande aux Béninois de le faire par eux-mêmes, comme ils ont pris l'habitude de le faire. C'est ce pourquoi je disais que ça ne nous ressemble pas, cette affaire de parrainage, ça ne ressemble pas aux Béninois. Même si on va au-delà des considérations, l'actuelle mandature de l'Assemblée nationale, la législature, ne devrait pas être heureuse, cette législature, parce que ça ne ressemble pas aux Béninois. Cette forme de parrainage, cette façon d'imposer ceux qui doivent gérer le quotidien ou le destin. En tout cas, oui, bon gré, malgré la réalité, elle elle s'impose à tous. Jos Pezo Anago, vis-à-vis évoqué une autre préoccupation, une autre brèche ouverte. Pour lui, régler ce problème, ce sera le mieux que l'on puisse faire. Mais il trouve que ça ne reste pas la solution ultime pour conduire les Béninois à un scrutin crédible et paisible. Non, moi je pense plutôt que si on déverrouille cette disposition, ça fait partie d'une solution ultime dans la mesure où
si le parrainage est déverrouillé dès demain, ça va libérer les énergies. Ça va apaiser l'ambiance. Parce qu'aujourd'hui, observez, nous vivons dans une ambiance délétère. Aujourd'hui, même dans le camp présidentiel, les gens ont peur de s'exprimer. Même ceux qui sont potentiellement candidats ou potentiellement présidentiables évitent de lever le bout du nez. Et donc, qu'on déverrouille cette affaire et vous allez voir, les Béninois vont se sentir bien dans leur peau. Et donc, ça va contribuer forcément à nous faire déboucher sur des élections plus ou moins acceptables. Parce que si on saute ce verrou, beaucoup de choses vont se clarifier. C'est vrai que ça va mettre en péril le projet présidentiel de la mouvance. C'est une évidence. C'est quoi le projet présidentiel? Non mais écoutez, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 83 députés dont les cœurs battent en cadence pour le président de la République. Nous avons pratiquement 77 maires dont les cœurs battent presque, je dis presque, pour le chef de l'État. Et donc, nous allons assister, si rien n'y fait, nous allons assister les mois à venir à un plébiscite d'un président, pas une élection. Et donc, moi, je dis, ça ne les arrange pas. Ça n'arrange pas la mouvance que les choses changent. Mais ça arrange le pays que les choses changent. Les gens nous regardent aujourd'hui avec des yeux bizarres de part et d'autre et se demandent, mais c'est encore ce BD-là? La majorité, comme mon confrère l'a dit, la population, quand on parle de la population, la majorité des Béninois aujourd'hui n'est pas d'accord par rapport à ce qui se passe. Tous les Béninois ont le droit de désigner ceux qui vont gérer leur destin. Mais à cette allure, ce n'est pas le cas. Ça va ressembler trait pour trait aux élections qu'on a déjà connues, à savoir les législatives, qui ont été les plus regrettables de notre histoire, les communales, pareil, et puis on tend vers des présidentielles qui seront pratiquement une sorte de cooptation en club. Ce ne serait pas une bonne chose pour les 11 millions d'habitants que... Revoir le dispositif relatif au parrainage, ça peut aider, dites-vous, à un dégel de la situation, mais vous pensez que ça ne serait pas suffisant, ça risque d'être un pas parmi tant d'autres à poser. Oui, dans une certaine mesure, dans la mesure où les attentes d'une certaine frange de la classe politique ne se limitent pas simplement à la question du parrainage. Et vous savez que la question du fichier électoral, c'est aussi une question plus ou moins qui tient à cœur aux acteurs politiques, parce que, étant donné que dans une certaine mesure, l'opposition n'est pas au Parlement, elle n'est pas au COSLEPI pour pouvoir avoir un œil sur le toilettage de la liste électorale. Et vous savez, de mille et une manière que on a tendance de dire que celui qui contrôle le fichier électoral a une marge de manœuvre pour pouvoir contrôler un scrutin. Et dans cette posture, il est de bon ton quand même qu'au-delà de tout ce qui se fait comme écho, qu'on puisse voir dans quelle mesure ce fichier électoral puisse être, je ne dirais pas toiletté, dans une posture consensuelle. Parce que... le consensus encore autour du fichier électoral. Parce que c'est aussi l'un des éléments qui va remonter sur le tapis. Notre rôle, dans une certaine mesure aussi, est de pouvoir flairer les petits, je ne dirais pas, les petits éléments, les petites choses qui clochent dans une certaine mesure. Parce que lorsque vous suivez le jeu des acteurs politiques, et mieux, lorsque vous suivez par exemple la rentrée politique du parti Les Démocrates qui attend jusque-là son certificat, son récépissé de constitution, ils sont revenus là-dessus, sur leur envie et mieux leur appel à pouvoir participer au processus de toilettage du fichier électoral. Parce que vous allez à une élection dont vous ne maîtrisez pas forcément les tenants et les aboutissants de la liste qui va vous y conduire. C'est que vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas toutes les coups de franche pour pouvoir véritablement attester de sa crédibilité. C'est un élément important. C'est un élément important et capital qu'il faudrait relever. Et ne soyez pas surpris peut-être qu'à un moment donné que les gens demandent que le fichier soit audité par des institutions, je ne dirais pas internationales, neutres, mais bon, d'autant plus que les gens savent les conclusions que ces derniers font à la fin de leur passage. Je ne pense pas qu'ils vont vouloir se contenter à cela, sans quoi ils auraient dû simplement demander à ce que le fichier soit audité avant qu'ils ne puissent. Donc, c'est dit qu'il y a des éléments sur lesquels, si on ne prend pas garde dès à présent,
à moins de 6 mois environ de la présidentielle, qui risquent d'être, comme on le dit, des tendances lourdes pour les prochaines présidentielles. Parce que il s'agit ici de l'enjeu électoral majeur. Il ne s'agit pas d'une élection communale ou bien législative. Il s'agit du premier d'entre nous qui va prendre les rênes du pays. Et mieux, la légitimité de celui qui serait élu, et mieux au-delà de je ne dirais pas, la tranquillité et les coups de frein qui seront donnés à son mandat dépendront de la tenue et du contexte dans lequel ces élections vont se dérouler. Et mieux, le vivre ensemble en serait également consolidé à travers le mécanisme qui serait mis en place. Parce que si, dans une certaine mesure, le jeu n'est pas d'abord ouvert comme les gens le souhaitent, et mieux transparent comme les gens l'attendent, c'est que ça risque d'être préjudiciable pour le vivre ensemble. Oui, Jos Pezo, faut-il voir la réussite du scrutin autour d'un quelconque consensus pour le fichier électoral? Oui, moi je voudrais commencer par dire ceci. Si le verrou est sauté en ce qui concerne le parrainage, j'avais dit tantôt que les énergies vont se libérer. Vous imaginez que nous sommes dans un contexte où demain ou après-demain, on en arrive à déverrouiller le système. Enfin, du moins, déverrouiller le parrainage. Mais si les énergies se libèrent, en ce moment, nous verrons et les démocrates, et la FCBE, et ci et ça, dans la foulée, apporter leur contribution. Mais tel que c'est aujourd'hui, il y a des potentiels candidats qui sont bloqués parce que se disant, mais ce parrainage, je serai parrainé par qui? Qui pourra me parrainer? Donc ça pose un véritable problème. Donc d'abord, ça freine les élans. Donc si on libère ces élans, me semble-t-il, il est évident que les autres questions, dont celles relatives au fichier électoral et d'autres, pourront être débattues. Mais imaginons un instant qu'on maintienne le parrainage en l'état et qu'on permette aux gens de venir voir clair dans le fichier électoral. Et ça n'aurait, de mon point de vue, ça n'aurait facilité rien, puisque de potentiels candidats ne pourront pas compétir. À quoi bon aider alors ceux qui ont déjà verrouillé le système à travers le parrainage, les aider à peaufiner une liste électorale? Ça n'aurait permis, de mon point de vue, à rien, dans la mesure où on les aurait aidés à peaufiner une liste électorale, si tant est que ils acceptent le fichier, bien entendu, et d'autres. Mais le verrouillage est maintenu. Ça ne nous apporterait absolument rien. Moi, je me dis, tout pourrait partir de ce parrainage déverrouillé. Et nous allons voir ce qui va s'en suivre. Alors, si on reste dans cette hypothèse, oui, et que c'est une concession faite, faut-il aller à l'audition du fichier électoral? Et beaucoup d'autres choses d'ailleurs. C'est-à-dire, si on déverrouille, cela veut dire que nous pouvons nous retrouver en face de 10, 5, 10 ou 20 candidats. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Alors, si ce n'est pas déverrouillé, on peut y aller avec le fichier électoral en l'état. Si ce n'est pas déverrouillé, ce n'est pas moi qui promeut le fichier électoral. Mais si ce n'est pas déverrouillé, à quoi bon s'accrocher au fichier électoral dans la mesure où le jeu n'est pas ouvert? Le jeu d'abord devrait être ouvert. Le jeu est serré, le jeu est fermé. Est-ce que vous n'imaginez pas que nous pourrons nous retrouver avec 3 candidats, le tout issu de la mouvance présidentielle? On aurait épluché le fichier électoral. Pourquoi? Oui, lorsqu'on s'apaise et on fait de la mathématique, on se retrouve avec pratiquement 4. Nous n'irons même pas à 5. Puisque si on va de 16 en 16, on ne pourra pas faire le nombre avec les 83 députés actuellement à l'Assemblée nationale. Ils sont avec les 82 députés. On ne pourra plus obtenir. Et donc, si on va de 16 en 16, si la mouvance décide de jouer à un jeu politique, nous n'aurons que 3 ou 4 candidats qui sont tous issus de la mouvance présidentielle. Ils ont dit que le jeu sera ouvert. Ils ont dit que le jeu sera ouvert. Comme je l'ai dit tantôt, entre le dire et le faire, il y a tout un monde. Et donc, moi, je dis, si on s'acharne à aller plutôt voir la confection de la liste, alors que ceux qui doivent aller compétir et bénéficier de cette liste ne sont pas autorisés à le faire,
ça pose un problème. Nous sommes là pour voir toutes les hypothèses possibles. Et vous pensez qu'il faut forcément régler la question du parrainage. Et une fois réglé, il y a d'autres problèmes à régler. Vous dites que le fichier électoral n'a qu'un problème parmi tant d'autres. Oui, tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, je dis, bon, supposons qu'on est dans l'hypothèse où c'est déverrouillé. Oui. Si c'est déverrouillé, les candidats sont en mesure de faire auditer, parce que là, la transparence s'installe. Il y a plusieurs candidats qui peuvent compétir. Pour auditer cette liste, il y a possibilité, les suggestions peuvent se faire. Mais je vois mal la mouvance contre la mouvance chercher à auditer. Demandez aux mouvanciers aujourd'hui comment ils se sentent. Ils se diront mais que tout va très bien. Ils ne vont jamais contester cette liste-là. Ils ne vont jamais contester. Et ceux qui vont contester, c'est ceux qui veulent être candidats. Ceux qui veulent être candidats, on les empêche d'être candidats à partir du parrainage. La question du fichier électoral, vous l'avez dit comme un banoui, mais vous avez posé votre préalable, qui est le verrou du parrainage. C'est vous qui l'appelez ainsi et d'autres aussi. Alors, le fichier électoral, si on le règle, il va falloir penser à quoi d'autre? Mais après le fichier électoral, il y a beaucoup de situations qui sont restées non résolues depuis les dernières législatives. Vous savez, aujourd'hui, les partis, il a bien soulevé, les partis qui sont présents sur l'échiquier national ne sont pas tous les partis qui sont en mouvement au Bénin. D'autres ont été empêchés par des manières détournées. La preuve, on en est là aujourd'hui avec les démocrates qui n'ont pas encore tiré leur épingle du jeu. Alors que dans ce même pays, on a vu en 48 heures ou en 112 heures un parti dont le Congrès n'a jamais été connu de qui que ce soit qui est sorti avec, haut les mains, avec ses récépissés et tout. Publication au journal officiel. Je ne voudrais pas nommer de parti, mais on a vu. Beaucoup de partis ont aujourd'hui leur récépissé dont on ne connaît même pas la date d'organisation du Congrès. Mais comment se fait-il que les démocrates, par exemple, qui ont tout fait, enfin pratiquement tout, on leur a trouvé même des mèches de cheveux sur des crânes rasés, ils ont rempli les conditions, mais on en est encore à courir après le récépissé. Ils sont allés même se plaindre au président de la Cour constitutionnelle, rien n'y fait. Alors, c'est ainsi qu'on a empêché, on est en train d'empêcher, le système empêche certains partis de se présenter. Ça, c'est un autre problème qu'on va revoir. Si on déverrouille, il faut maintenant permettre au système de créer sa transparence. D'être transparent pour permettre que les élections se passent de façon à ce que tous les Béninois se sentent réellement appelés à élire le président. Vous pensez que c'est une fenêtre heureuse qui peut permettre que le verrou soit levé, d'y aller? Mais bien sûr, je continue pas à croire que c'est déjà une opportunité pour que le verrou soit sauté. Si le verrou saute, on aura suffisamment de candidats, on aura suffisamment de propositions, parce que si on demande à la mouvance, parce que ce sont eux seulement qui sont à la manette, si on leur demande de faire des propositions, je les vois mal faire des propositions pour une élection transparente et équitable. Alors, je voudrais vous demander, est-ce que le temps permet de tout demander? Pour ainsi dire, généraliser. Est-ce qu'il faut rester dans un cadre donné? Évidemment, il faut être précis et concis dans les attentes, parce qu'on ne peut pas tout avoir à la fois. Mais ce qui semble aujourd'hui être urgent, comme on le dit, c'est d'abord la question du parrainage, parce que au-delà de tout, c'est qu'aujourd'hui, même en l'état actuel, les principes élémentaires du parrainage ne sont pas réunis par la classe politique dans une certaine mesure. Parce que le parti FCBE qui a cru dans une certaine mesure, après aller au législatif, au communal, du moins c'est municipal, pour pouvoir avoir les coups de franche, pour pouvoir comme on le dit, avoir les coups de franche, pour pouvoir avoir parrainé son candidat, aujourd'hui est dans l'engrenage. Et vous aurez pu constater que toute sa posture et tout ce qui va avec, c'est comme, dans une certaine mesure, une courbette qui ne dit pas son nom. Parce que un parti politique qui mieux se réclame de l'opposition n'a pas véritablement... On ne dit pas forcément que le parti d'opposition doit être en train de tempêter. Mais non, mais le parti d'opposition, c'est un parti qui, au regard des dispositions légales, doit avoir les coups de franche pour pouvoir s'exprimer. Parce que lorsqu'on suit aujourd'hui les ténors du parti FCBE, qui est le parti d'opposition reconnu pour l'instant, pour le moment où nous parlons, c'est que dans sa position, sa position ne tranche même pas d'avec celle de ceux qui disent « nous allons
passer par... que les gens auront de... Mais entre les propos et la réalité, il y a un fossé. Parce que une chose est de le dire, mais l'autre est de le faire. Et dans une certaine mesure, vous ne pouvez pas vouloir être compétiteur face à quelqu'un et qu'il vous remettre les armes pour pouvoir l'abattre. Ça ne se passe sous aucun cieux. Aujourd'hui, les dispositions pour pouvoir mettre en application le mécanisme du parrainage relèvent, je ne dirais même pas, dans une certaine mesure également de l'utopie. Parce que si on veut véritablement parrainer, c'est qu'il faut qu'on se retrouve dans un contexte idéaliste. Quels sont même si les partis politiques s'affublent des idéologies, vous pensez aujourd'hui que nous avons des acteurs politiques roués, comme on le dit, qui arrivent à se départir, à émettre des débats d'idées au-delà des consignes? Ça ne saute pas à l'œil. Si on doit faire un listing, aller au-delà de préalable à régler avant 2021 pour ce scrutin, vous diriez quoi? Non, je pense que la principale des choses, c'est la question du parrainage, parce que au-delà même, au fait, chez moi, le problème ne se pose pas sur le nombre de candidats, non, mais sur, je ne dirais pas, sur ce qu'on appelle la compétition, parce que on peut parrainer parce qu'avec les 160 parrains, c'est qu'on a à la limite 10 candidats. On peut parrainer 10 personnes qui ne pèseront pas une plume devant un potentiel candidat. Alors que, et mieux également, la logique dans tous les pays qui font le parrainage, et mieux qui restent dans le système partisan, ne dit pas qu'il ne pourrait pas avoir de candidature indépendante. Mais aujourd'hui, les choses sont dans une certaine, je ne dirais pas, se présentent de telle enseigne que même des gens qui sont de potentiels candidats indépendants ne se voient pas avoir les coups de frange pour pouvoir avoir le parrainage. Dites-vous peut-être que de façon institutionnelle, c'est là où peut-être les tests ont également leurs limites. Est-ce que de façon institutionnelle, il y a un mécanisme, par exemple, pour pouvoir aller négocier un parrainage? C'est là où la question en griffe du marchandage du parrainage qui a fait le tollé est venue sur le tapis. Parce que si on est dans un système comme le nôtre, où, premièrement, excusez de peu, les députés ont, pour le moins qu'on puisse dire, un cabinet d'ailleurs, et très peu débattent véritablement du fond des lois, sinon on n'en serait pas forcément à... Alors, Ange Baron, oui, je reviens sur ma question et je la reposerai à votre vis-à-vis à l'heure des exigences pour aller à ce scrutin. En urgence, que devra prendre en compte et le législateur et éventuellement le juge du contentieux comme priorité? Non, moi je dirais à la limite 2 éléments, c'est le parrainage et je ne dirais pas le fichier électoral, je ne dirais pas au-delà de ça. Je pense que si ces 2 volets sont évacués, pour ceux qui attendaient par exemple le financement a été octroyé aux partis qui en attendaient pour pouvoir. Je ne pense pas que les gens attendent de l'argent pour pouvoir être candidat. Chaque candidat a déjà, en tout cas pour le moins pour les expériences que le pays a connues, chaque candidat a les moyens quand même de lever les fonds pour pouvoir faire sa campagne. Oui, Jospezo Anago, en urgence, que vaudra-t-il passer en revue pour espérer du Bénin une élection des plus apaisées en 2022? Déverrouiller le parrainage, sauter ce verrou. En deuxième lieu, rendre le processus transparent. La Sénat, tel que ça se présente aujourd'hui, ça ne met personne en confiance. Enfin, du moins, ça ne met vraiment pas en confiance pour aller à des élections paisibles, pacifiques et équitables. Revoir un peu comment organiser la Sénat ou une commission électorale digne du nom, et puis passer éventuellement à l'audit ou au remaniement de la liste électorale. Moi, je pense que quand on va déverrouiller le parrainage et qu'on va mettre en place la structure qui est chargée, bien entendu, ça peut être la Sénat, mais revoir un peu comment ça va se présenter, je pense que les conditions seraient déjà en train d'être mises en place pour une élection équitable. Merci à vous, Jospezo Anago. Merci également à vous, monsieur Louis Saba. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, non, il a plutôt Ange Baron, oui. Cet instant reste un instant de contribution comme tout autre plateau 100% Bénin. Nous faisons compagnie sur ces citations de Marie-Sarah Newton. La gloire, dit-il, est un cercle dans l'eau qui se perd en s'élargissant. Prenez soin de vous. À très bientôt.